Cette émission vous est proposée par la Banque Atlantique. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Business Première, votre magazine dédié à l'économie africaine sur Vox Africa. Au sommaire de cette émission, la percée de l'économie chinoise, une économie qui repousse ses limites. Détail tout à l'heure avec notre analyste financier, Lo Damas. En seconde partie d'émission, nous traiterons de sécurité électronique et notre invité est M. Akoikou Christian, directeur général de WTS World Technology Service, spécialiste bien sûr dans le domaine. Mais avant, je vous propose de faire un bref tour de l'actualité. Démarrons les news de ce nouveau numéro de Business Première avec le rapport Doing Business 2014 de la Banque mondiale qui vient de paraître. Fait notoire, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la République démocratique du Congo sont parmi les 10 pays qui se sont le plus améliorés en 2013-2014. Ces 10 meilleurs pays réformateurs ont mis en œuvre un total de 40 réformes facilitant la pratique des affaires. 5e conférence Art-Géo, la BAD investit dans la géothermie. La Banque africaine de développement a participé à la 5e édition de la conférence géothermique du Rift africain. Elle se tenait du 29 au 31 octobre 2014 à Arusha en Tanzanie. Ce rendez-vous a pour objectif de stimuler et aussi améliorer la coopération régionale en faveur du développement et de l'utilisation des ressources géothermiques. C'est pour ainsi dire l'occasion pour les experts techniques, décideurs politiques et spécialistes du développement d'échanger leurs connaissances avec les entreprises locales et internationales afin de réfléchir à la réduction des délais d'exécution des projets au moyen de mobiliser davantage de fonds et de mieux gérer les centrales géothermiques. L'économie verte est en germination en Afrique centrale. Les ministres de l'Environnement et des Finances d'Afrique centrale ont adopté le 30 octobre dernier un texte portant création du Fonds régional pour l'économie verte, principalement axé sur le secteur du bois. Ces dispositions adoptées à Kinshasa sont un premier pas vers la mise en route effective d'une restructuration globale de l'économie et de l'Afrique centrale autour du système de l'économie verte et en particulier de l'économie du bois. Le secteur du bois qui pourrait représenter entre 3 et 8% de l'économie des pays de la région. Il s'agit notamment de l'Angola, du Burundi, du Cameroun, de la Centrafrique, du Congo-Brazzaville, du Gabon, de la Guinée équatoriale, de Sao Tomé et Principe, du Tchad et enfin de la République démocratique du Congo, RDC d'ailleurs, qui est la deuxième réserve verte de la planète après la forêt d'Amazonie. Terminons avec la zone CEMAC où la Banque des États de l'Afrique centrale a révisé à la baisse ses prévisions de croissance pour la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. C'est donc un taux de croissance de 5,7% qui est attendu au lieu de 6,1% pour cette année. Une décision qui reflète le recul des activités pétrolières. L'or noir représente 36% du PIB de la région et 87% des exportations selon les estimations de Reuters. La CEMAC regroupe, il faut le dire, le Cameroun, le Gabon, le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine et le Tchad. Après ces news, poursuivons notre émission avec notre analyste financier Lo Damas. Damas, bonsoir. Bonsoir Christiane. Alors, donnez-nous un petit aperçu de ce dont vous allez nous entretenir aujourd'hui. Oui, aujourd'hui on va évoquer un peu l'économie chinoise. Le FMI vient de poser un diagnostic important selon lequel l'économie chinoise vient de devancer un tant soit peu l'économie américaine. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement? Nous allons en parler tout à l'heure avec plus de détails. Le détail commence par ce reportage, la percée de l'économie chinoise. Le contexte géopolitique mondial est en train de connaître d'importantes mutations. La légendaire suprématie des États-Unis d'Amérique est dorénavant sérieusement menacée à la lecture des récentes prévisions économiques énoncées par le Fonds monétaire international. Selon l'institution financière, la Chine vient de dépasser les États-Unis pour devenir la plus grande puissance économique du monde. Pour parvenir à cette conclusion, le FMI s'est appuyé sur une méthode de calcul du PIB basée sur la parité du pouvoir d'achat.
En effet, les structures de prix varient d'un pays à l'autre et les taux d'échange sont volatiles. Pour contourner ce problème, le FMI calcule le PIB des deux pays en termes d'échange de marché et en termes de pouvoir d'achat. Et c'est sur la base de cette dernière méthode que l'économie chinoise acquiert ainsi le nouveau statut de première puissance économique mondiale. Au printemps de cette année 2014, le programme de comparaison internationale, l'ICP, une institution qui dépend de la Banque mondiale, avait déjà établi que 2014 serait l'année où la Chine deviendrait la puissance numéro 1 du monde. En 2005, l'ICP avait calculé également que l'économie chinoise ne représenterait que 43% de l'économie des États-Unis, soit moins de la moitié. Le FMI estime aussi qu'à fin 2014, la Chine représentera 16,48% du PIB du monde, soit environ 17 632 milliards de dollars contre 16,28% pour les États-Unis, c'est-à-dire 17 416 milliards de dollars. Et le FMI va plus loin en anticipant une progression de 20% du PIB chinois d'ici 2019. Avec de telles perspectives, l'on se rend bien compte que la contribution que les pays émergents apportent au PIB du monde a dépassé celle des économies avancées en 2007 et désormais la part des revenus mondiaux qu'ils produisent représente 57%. Entre 2007 et 2014, les pays en développement ont connu une croissance de 9 fois supérieure à celle des pays développés. La révolution économique apportée par Mao Zedong depuis 1978 commence à porter ses fruits. D'une économie totalement communiste, au départ, la Chine opte depuis ces dernières années pour une économie sociale de marché. Le président et le premier ministre, arrivés aux affaires en mars 2013, maintiennent cette tendance et portent ainsi un important coup d'accélérateur à la grande offensive économique chinoise à travers le monde. Pour le moment, les dernières prévisions du FMI sur l'économie chinoise ne font pas l'unanimité, mais une chose paraît certaine, le duel économique entre les États-Unis et la Chine pour la position de leader mondial est réellement engagé. Alors, Damas, via ce reportage, on voit qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la Chine. Et déjà, pour commencer, le FMI qui annonce que la Chine dépasse les USA, c'est carrément une première quand même de dépasser les États-Unis. Oui, c'est une première, c'est un revirement de situation. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement? Le FMI a posé un diagnostic. Vous savez, le Fonds monétaire international a l'habitude de faire des prévisions. D'accord? Et au niveau du produit intérieur brut, c'est-à-dire c'est une donnée macroéconomique qui permet d'évaluer la richesse d'un pays, le FMI a fait des prévisions selon lesquelles le PIB de la Chine sera estimé à fin 2014 à peu près 17 632 milliards de dollars. Et les mêmes prévisions établissent que le PIB des États-Unis sera estimé à 17 416 milliards de dollars. Donc quand vous comparez ces deux niveaux de PIB, vous vous rendez compte que l'économie chinoise va représenter à peu près 16,48% du PIB mondial, alors que l'économie américaine représente à peu près 16,28% du PIB mondial. Donc indirectement, on constate que le PIB de la Chine à fin 2014 sera supérieur à celui des États-Unis. De facto, le FMI conclut que l'économie chinoise va devancer celle des États-Unis. Le FMI va même plus loin en disant qu'à l'horizon 2019, le PIB de la Chine sera autour de 20% du PIB mondial. Et quelles sont les stratégies adoptées par la Chine pour accomplir de tels exploits? Oui, la Chine, je veux rappeler aussi quelque chose d'important. La Chine représente à peu près 1/5 de la population mondiale. C'est-à-dire que la population chinoise est évaluée à autour de 1,3, tenez-vous bien compte, 1,3 milliard d'habitants. Donc la Chine, depuis 1978, il y a totalement une révolution économique en Chine avec l'arrivée de Mao Zedong qui fait que l'économie chinoise est passée d'une économie communiste à une économie qui est maintenant sociale et qui est aussi ouverte sur le marché. L'économie chinoise repose sur trois piliers principaux. Lesquels? On a les exportations, on a la consommation et on a les infrastructures. La Chine, en termes de clients principaux, lorsqu'elle exporte ses produits, la Chine exporte ses produits vers les États-Unis et elle exporte également ses produits vers l'Europe. La Chine est le premier producteur mondial d'acier, premier producteur mondial en termes de téléviseurs, en termes de téléphones portables, en termes de jouets. La Chine est la première réserve mondiale en termes de
terres rares, c'est-à-dire des ressources vraiment précieuses qu'on utilise pour fabriquer tout ce qui est téléphone portable, appareils technologiques. Je termine avec la main-d'œuvre en Chine qui est très abondante. Il y a beaucoup d'ouvriers en Chine. Les ouvriers de la Chine sont compétents, mais en même temps, la main-d'œuvre ouvrière en Chine est moins chère. Donc, tous ces facteurs réunis font que la Chine est vraiment un pays émergent. La Chine est en pleine croissance économique et c'est tous ces éléments-là qui permettent au FMI de conclure que la Chine est vraiment bien partie pour devancer les États-Unis. Eh bien, voilà un tableau plutôt ravissant de l'économie. Oui. Mais on le sait, rien n'est parfait. Il y a forcément quelque part des faiblesses. Sinon, ce serait trop beau. D'ailleurs, quand vous parlez de main-d'œuvre abondante et moins chère. L'économie chinoise a également beaucoup de faiblesses, beaucoup de failles, qui sont même constatées par plusieurs observateurs. C'est pourquoi vous verrez que le diagnostic qui a été posé par le FMI ne fait pas pour l'instant l'unanimité dans la sphère économique mondiale. En termes de faiblesse de l'économie chinoise, vous verrez par exemple que le marché du logement en Chine est totalement à exploser. On parle même de bulle financière parce que pour pouvoir satisfaire cette grande population, des investisseurs ont construit beaucoup de logements en Chine et finalement, on a du mal à trouver des personnes qui vont occuper ces logements. Les principaux clients de la Chine sont les États-Unis et notamment l'Union européenne. Mais si vous observez bien l'économie mondiale, vous verrez que dans ces pays-là, il y a une sorte d'austérité qui est pratiquée. Donc il y a un ralentissement qu'on note au niveau de l'économie mondiale. Et puisque l'économie de la Chine repose en partie sur les exportations, la Chine, les clients principaux de la Chine ont des problèmes économiques. Donc, si vos clients ont des problèmes, de facto, cela rejaillit sur l'économie chinoise et on constate un certain ralentissement. Très bien. Et pour rebondir alors sur le pilier de l'exportation, on constate que la Chine s'exporte beaucoup en Afrique. Oui. Alors, comment est-ce que la Chine se positionne réellement sur ce continent aujourd'hui ? Justement, parlant d'exportation, je vous disais tout à l'heure que les principaux clients de la Chine, on a les États-Unis et le Japon. Mais vu la récession économique qu'on constate au niveau mondial, la Chine veut maintenant diversifier ses partenaires économiques. Donc la Chine se tourne vers d'autres horizons, notamment elle se tourne vers l'Afrique. Et en termes de chiffres, je veux rappeler certains éléments. Les importations chinoises à partir de l'Afrique ont atteint 117,4 milliards de dollars. Les exportations chinoises vers l'Afrique ont atteint 92,8 milliards de dollars. Okay? Et l'objectif de la Chine, en termes d'échange économique entre la Chine et l'Afrique, c'est d'atteindre un niveau de 210 milliards de dollars. Enfin, elle a déjà atteint un niveau de, ces échanges ont déjà atteint un niveau de 210 milliards en 2013. Et à l'horizon 2020, la Chine souhaite atteindre un niveau d'échange de 400 milliards de dollars à l'horizon 2020. 2020 est un cap pour de nombreux pays, notamment la Chine. Et 2020, c'est l'avenir. Alors, quels sont les défis à venir pour l'économie chinoise? Oui, l'économie chinoise aura beaucoup de défis à relever d'ici 2020. Le fait que l'économie chinoise repose en grande partie sur les exportations, c'est une faille que nous avons relevée. Et la Chine veut maintenant compter sur la consommation en interne. C'est-à-dire comment faire de telle sorte que cette grande masse de la population chinoise puisse consommer les produits qui sont développés au niveau de la Chine. Donc ça, c'est un défi majeur. Le deuxième défi, je parlais de diversification des partenaires commerciaux. La Chine a commencé à approcher l'Afrique et d'autres continents, d'autres pays aussi. En termes aussi de défis, on a la pollution. Je parlais de bulle immobilière, je parlais de forte croissance des infrastructures. La conséquence immédiate, c'est que ces grandes constructions-là ont généré beaucoup de pollution dans la ville. Et face à ce défi-là, la Chine va se tourner certainement vers l'économie verte, c'est-à-dire que tout ce qui est ressources économiques, tout ce qui est ressources énergétiques ne va pas générer vraiment de la pollution. C'est vers ces secteurs-là que la Chine va désormais se pencher. La Chine s'intéresse aux matières premières spécifiquement alors. La Chine aussi, tout ce qui est tarification de ses prestations, la Chine les facture désormais dans sa monnaie locale. Merci bien, Damas, pour toutes ces informations. Rapidement, Monsieur Akoiko, avez-vous un petit mot sur ce dynamisme économique chinois? Je pense qu'on ne peut pas parler de l'économie sans parler de la Chine. Il compte aujourd'hui dans le monde économique. Oui. C'est vraiment à l'échelle mondiale un acteur majeur aujourd'hui. C'est ce qu'on aura compris à travers cette première partie de Business Première. Marquons tout de suite une pause.
Merci de rester avec nous. Business Première se poursuit. Et comme annoncé en début d'émission, nous avons pour business model et invité Monsieur Christian Akoikou, directeur général de WTS, World Technology Service. Bonsoir Monsieur Akoikou. Bonsoir Christian. Alors, sécurité électronique, qu'est-ce que c'est? Que désigne cette terminologie? La sécurité électronique est l'ensemble des équipements, les systèmes utilisés pour sécuriser des personnes et des biens. C'est-à-dire la clôture électrifiée, les caméras de surveillance, le système anti-intrusion, les systèmes anti-incendie, les portes blindées, les portes automatiques. Il y a tellement de produits qui constituent la sécurité électronique. Quels sont les clients qui vous sollicitent? Ce sont des privés, ce sont des entreprises qui vous sollicitent pour pouvoir bénéficier de ces différents services? Je pense que tout le monde et tous les corps, parce que parlons de la sécurité électronique, la sécurité électronique n'est pas seulement pour les banques et les supermarchés. Je pense que ça s'impose actuellement à vous, à moi, à tout le monde, à tout le monde du pays. Cela s'impose certainement pour des questions de sécurité évidentes, parce que bon voilà, il existe les questions de banditisme, tout ça. Mais est-ce que réellement, concrètement sur le marché aujourd'hui, des particuliers arrivent à se déterminer tout seuls, se dire ben, tiens, je vais m'offrir les services de sécurité électronique, mettre des systèmes d'alarme dans les maisons? Est-ce que c'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus? Ou est-ce que les gens sont encore attachés au système de gardiennage traditionnel, à avoir quelqu'un devant le portail, tout simplement? Je pense qu'actuellement, dans les nouveaux chantiers, je pense que tout le monde pense toujours à sécuriser sa maison. Et disons, les maisons déjà finies aussi, tout le monde pense à se sécuriser. Aujourd'hui, la sécurité électronique, comme il a dit tout à l'heure, s'impose. Donc, quand tu commences ta maison, disons, dès la fondation, on inclut déjà ce système dans la construction. On inclut déjà le système dans la construction, c'est-à-dire on peut déjà commencer à encastrer déjà ce qu'il faut, comme les tuyaux, la gaine et autres, passer les câbles avant que la maison ne soit terminée, quoi. Oui, mais alors c'est aujourd'hui ouvert à tous, mais est-ce que c'est accessible à tous en termes de coûts? Est-ce que les coûts ne sont pas prohibitifs? C'est pas trop cher pour les populations? Ça dépend, chacun a ses... Il y en a pour toutes les bourses? Il y en a pour toutes les bourses, oui. Il y en a pour toutes les bourses parce qu'on dit ça dépend de les services demandés par... les services demandés et puis aussi ça dépend de la personne même, selon sa conviction, ses besoins et autres on lui propose. Mais est-ce qu'aujourd'hui en Afrique, en matière de sécurité électronique, on est à la pointe de la technologie? Est-ce qu'on donne vraiment les services qu'on pourrait trouver en Europe ou aux États-Unis? On parle de domotique aujourd'hui, c'est-à-dire, si je ne m'abuse, la sécurité via le téléphone, qu'on puisse verrouiller chez soi les verrous grâce à son téléphone. Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont des services disponibles en Afrique? L'Afrique, disons particulièrement à Côte d'Ivoire, n'a rien à envier à l'Occident. Dans le déploiement de vos prestations, est-ce qu'il vous arrive de collaborer avec les forces de l'ordre classiques, c'est-à-dire la gendarmerie, la police, les sapeurs-pompiers, etc. Est-ce que vous travaillez en collaboration avec eux? Oui, on travaille toujours en collaboration avec eux. Ça va de pair. Disons la sécurité, la gendarmerie, la police, ça va de pair. Nous, de l'autre côté, on a la sécurité électronique. On installe les caméras de surveillance dans les maisons. En cas où il y a un incident, on peut nous approcher pour pouvoir faire des enquêtes et autres. Ou on peut parler de l'anti-intrusion. L'anti-intrusion, c'est un système avec un transmetteur téléphonique qui permet, quand il y a un intrus, ça signale automatiquement à un commissariat qui est juste proche de la personne. Et quels sont les temps de stockage alors de vos données? C'est-à-dire, par exemple, qu'il y ait eu un cambriolage un samedi soir, par exemple, est-ce que jusqu'au mercredi ou vendredi, quand la police vous dit, ben, est-ce qu'on pourrait avoir les bandes? Est-ce que ces bandes sont disponibles? Vous les effacez au bout de 24 heures, 48 heures? Comment est-ce que ça se passe, le stockage de ces informations-là? C'est le prestataire qui doit proposer normalement ce qu'il faut, selon les caméras qu'il a installées chez le client. Si le client veut avoir 2 mois, 3 mois, 4 mois, on peut lui proposer les enregistrements, le 18 qu'il faut. Oui, moi, l'impression que j'ai, c'est que vos prestations sont beaucoup liées à l'électricité.
J'ai l'impression que lorsqu'il n'y a pas d'électricité, votre système devient faillible en fait. Est-ce que vous avez des dispositifs prévus pour pallier à cela en cas de coupure d'électricité, qu'est-ce que vous faites concrètement? Aujourd'hui, chaque système vient avec son dispositif. Si on prend le système anti-intrusion, à l'intérieur, il y a des batteries. Comme on l'a dit, il y a les batteries à l'intérieur qui emmagasinent l'énergie pendant au moins 24 heures en cas de coupure d'électricité. On a aussi les clôtures électrifiées. Chaque système vient avec son dispositif incorporé. Sauf les vidéosurveillance que beaucoup n'installent pas le dispositif disons, d'accumulateur. C'est un accumulateur que nous on utilise, qu'on conseille aux clients d'installer sur le système de vidéosurveillance. Parce que la vidéosurveillance utilise beaucoup plus d'énergie par rapport aux autres systèmes. Toutes les caméras sont installées sur 220 volts et, disons 220 volts et converties à 12 volts. Il faut d'abord le 220 volts. Vous voyez, donc avec la vidéosurveillance, il faut un dispositif qu'on propose aux clients pour ça. C'est-à-dire que ça vous permet de garder le courant pendant au moins 48 heures. Y a-t-il des formations spéciales pour pouvoir justement exercer ce genre de métier ou dans ce secteur d'activité? Est-ce qu'il y a des filières spécialement dans lesquelles il faut étudier? Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a des écoles, des instituts qui sont spécialisés en matière de sécurité électronique? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. En Côte d'Ivoire, il y a des écoles là, qui forment les grands techniciens, disons les techniciens, les informaticiens. Tous ça sont les corps qui englobe la sécurité électronique. La personne qui va faire l'électronique peut installer tout ce qui est sécurité. Est-ce que nous avons des concepteurs? La question que je me pose, on étudie. Est-ce qu'il y a des concepteurs en Afrique de ces systèmes-là, de ces dispositifs-là? Oui, en Afrique du Sud, oui. Ce qui concerne la clôture électrifiée, c'est fabriqué en Afrique du Sud. Et les autres dispositifs? Les autres dispositifs comme les caméras et autres, bon, ça dépend. La Chine est actuellement le maillon principal de la nouvelle technologie. Donc c'est lui alors le fournisseur principal? Oui, même si c'est importé de l'Europe, mais c'est importé de l'Europe, à l'intérieur, c'est toujours made in NPSI. Oui, donc en termes de développement de vos prestations, de vos produits, etc., vous ne pensez pas plutôt à concevoir des choses ici en local, plutôt que de dépendre très fortement de l'extérieur, des États-Unis, de l'Afrique du Sud, etc. Est-ce qu'au niveau, par exemple, de votre entreprise, vous ne pensez pas à mettre l'accent sur la recherche et développement pour que les produits, les équipements viennent de l'Afrique, viennent de la Côte d'Ivoire, plutôt que des autres pays? Je pense que ça va arriver. Ça va arriver parce que c'est vrai ce que vous avez dit. Aujourd'hui, on est obligé d'importer tout ce qu'on utilise ici, tout ce qui concerne la sécurité électronique. On est obligé de tout commander. Donc, je pense que ça va arriver parce que avec l'émergence en 2020, on peut penser à ça aussi avec les autorités. Parce que nous, on n'a pas notre entreprise, on ne peut pas dire que notre entreprise seulement peut le faire. Il faut que les autorités aussi mettent aussi, il faut faire un effort aussi pour que ça puisse être. C'est ça, oui. Parce que là, on ne peut pas, parce qu'il faut vraiment des grands moyens pour pouvoir mettre ça en place. Des subventions aussi, peut-être? Oui, vous pouvez dire ça. Faciliter au plan fiscal, etc. C'est ça. D'accord. Alors, Monsieur Akoikou, au-delà d'être notre invité, vous êtes aussi un business model, un modèle pour les jeunes. Alors, pour ces jeunes Africains qui, des fois, font face au chômage, cherchent de nouvelles voies, pour ces personnes qui seraient tentées de se lancer dans la filière de la sécurité électronique, est-ce que vous pouvez encourager ces nouvelles motivations-là? Est-ce que c'est un secteur porteur d'emploi? Est-ce que c'est un secteur porteur d'avenir en Afrique? Je peux vous dire que le marché est ouvert. Le marché est ouvert, il y en a tellement à faire. Chacun a sa part de gâteau si ils prennent cette voie. Parce que la sécurité électronique aujourd'hui, disons que la population ivoirienne est plus de 24 millions d'habitants. On peut compter, peut-être ça ne vaut pas 100 sociétés qui exercent dans ce domaine. Donc, s'il y a des nouvelles personnes qui peuvent rentrer, les jeunes qui peuvent prendre cette voie, c'est pas mauvais.
c'est une activité porteur, quoi. Et l'électronique, il faut le dire, c'est sûrement quelque chose aussi qui est en perpétuelle mutation. Il y a de nouvelles, Oui, il y a de nouvelles possibilités, toujours des choses à expérimenter, à connaître et pour lesquelles il faut avoir de nouvelles expertises aussi, peut-être. Bon, oui, il faut faire, parce que là, comme vous avez dit, l'électronique, en tout cas, ça se développe chaque jour. Il peut dire que chaque semaine ou chaque mois, il reçoit toujours les informations des fabricants de mes produits, pour les nouveaux produits qui sortent. Je pense qu'avec les nouvelles têtes qui peuvent aussi prendre cette voie, ça peut les aider aussi, parce qu'on a besoin de la main-d'œuvre, il peut dire ça même pour commencer. Alors, c'est sûr, ces messages encourageants pour le nombre de chômeurs croissants en Afrique que nous allons refermer cette édition, ce numéro de Business Première. Ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau, Monsieur Akoikou. C'est moi. Merci Damas pour toutes ces informations sur l'économie chinoise, une économie qui semble faire rêver. On espère que la Côte d'Ivoire aussi un jour pourra prétendre dépasser les États-Unis d'Amérique. Ce sera quelque chose, un exploit. Alors, merci d'avoir été avec nous, mesdames et messieurs. Ça a été un plaisir renouvelé de vous présenter cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Business Première, toujours sur Vox Africa. Cette émission vous a été proposée par la Banque Atlantique.